Salut à tous et bienvenue sur ce live d'1 heure préparé par la classe média V2, présenté par toi Irina. Et toi Erwin, Ça va être du lourd. t'es sûr? Bah ouais, aujourd'hui on a plusieurs reportages qui nous concernent tous. On vous réserve du sérieux, de la culture et pas mal de fun en prime. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur commentaire dans le chat. On y répondra avec plaisir. Sans plus de blabla, Générique. Avant de commencer, on regarde une surprise. on a été invité à Paris dans les studios de TF1. Nous aussi on n'y a pas cru au départ. C'est un moment inoubliable qu'on a pris en images. Évidemment on a pensé à vous, on garde le meilleur pour la fin. Vous aurez une explication, ne vous inquiétez pas, on vous garde à notre secret. Sans plus attendre, on passe au premier reportage. Coucou Morgane. Salut Morgane. Bonjour à tous. Nous avons décidé avec mon équipe de parler d'un sujet qui nous plaît à tous en ce moment et qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, la pâtisserie. On adore les vidéos courtes et accélérées qui nous semblent toujours faciles. Qui n'a jamais salivé devant une de ces vidéos de cake design? Justement, le domaine de la pâtisserie attire de plus en plus de personnes en reconversion. Qui de mieux pour en parler qu'une pâtissière? On est allé rencontrer Louise Maire, meilleure apprentie de France en pâtisserie, très talentueuse, qui travaille au restaurant Fleur de Chef à Lille. Elle raconte son parcours étonnant dans lequel ça n'a pas toujours été facile pour elle. Let's go. Bonjour Louise. Bonjour les filles. Merci de nous accueillir ici au restaurant Fleur de Chef à Lille, dans lequel vous travaillez depuis combien de temps? C'est avec plaisir. Alors j'y travaille depuis maintenant 2 ans. Tu nous as proposé de réaliser des cookies. Oui, donc on va commencer par mettre le beurre. Donc là c'est du beurre doux. Là tu peux mettre le sucre. Du coup il y a de la cassonade, il y a de la vergeoise et du sucre blanc. On t'a découvert dans la presse fin de l'année passée à l'occasion du concours de meilleur apprenti de France. Oui. Tu peux nous raconter ton parcours? Alors moi j'ai un parcours assez atypique. En fait j'ai passé un bac S en 2016 et de base j'avais pour projet de faire des études de kiné. Donc en fait j'ai fait une première année de médecine, spécialité kiné que j'ai pas eu à 50 places. Et après j'ai fait 2 ans de STAPS kiné que j'ai toujours pas eu à 12 places. Et j'ai toujours aimé faire de la pâtisserie. Du coup, je suis allée au salon d'étudiants, je me suis renseignée, puis je me suis dit, faut que j'essaye, faut que je fasse un stage. Parce que c'est quand même des horaires où on commence assez tôt, on est quand même debout 7 heures par jour. Donc je me suis dit, je connais pas, est-ce que avant j'étais couche tard, lève tard, on va dire, donc fallait changer tout mon rythme. Donc je vais faire un stage pour découvrir, et en fait, suite à ce stage, j'ai adoré. Du coup, j'ai fait mon CAP pâtisserie en 1 année. Donc j'ai fait mon CAP chocolaterie aussi en 1 an. Et là, actuellement, je suis en BTM pâtisserie, chocolaterie, glacier traiteur. Donc du coup, en aimant le chocolat, j'avais aussi envie de participer à des concours. C'est comme ça que je me suis inscrite au concours des meilleurs apprentis de France en chocolaterie et confiserie. Je vous laisse rajouter les œufs dans la cuve du batteur. Et est-ce que ça a été compliqué de passer d'études de kiné à études de pâtissière? C'est complètement différent en fait. Et donc là, c'est un autre rythme parce que c'est d'être debout, c'est plus d'être sur une chaise et un bureau en train d'apprendre des cours, c'est de travailler, c'est aussi un travail physique. Moi, mes parents, ils m'ont complètement accompagnée parce que pourtant, moi, mon père, il est kiné et ma mère, elle est orthophoniste. Et ils ont dit, bon, bah, si ça te plaît, on y va. Et puis, ils sont bien contents de manger des gâteaux le dimanche en famille. Je vous laisse mettre le chocolat dedans. Est-ce facile de combiner une vie de jeune et une formation aussi exigeante? Moi, je fais de la danse, je fais de l'équitation, bien cumuler une vie personnelle et une vie professionnelle. Mais on va dire que la vie personnelle, elle change quand même. C'est pas une chose, je vais pas m'amuser à sortir tous les soirs ou quand je suis en week-end peut-être de temps en temps. On a vu ton compte Instagram. Pour toi, c'est important d'être présente sur les réseaux sociaux pour... J'ai envie de dire que de nos jours, la pâtisserie est très présente sur les réseaux sociaux quand même. La pâtisserie, c'est quand même un métier de partage. On a envie de partager, de faire plaisir aux gens. Sur les réseaux sociaux, on partage ce qu'on fait. Donc du coup, montrer nos photos, ça permet aussi de se dire on fait plaisir aux autres, on leur montre aussi ce qu'on a envie. Et quand on veut se développer aussi professionnellement, ça permet aussi de toucher certaines personnes, d'avoir potentiellement des clients aussi. Moi, par les réseaux sociaux, j'ai des proches et ils m'ont contacté en disant tiens, j'ai un anniversaire ce week-end, est-ce que tu voudrais bien me faire un gâteau? J'ai d'anciens professeurs aussi qui m'ont contacté, qui m'ont déjà commandé des gâteaux. Ça permet vraiment de partager.
Et moi, je fais aussi de la pâtisserie. Ce qui me plaît dans la pâtisserie, c'est justement de pouvoir faire plaisir aux gens parce que quand on les voit se régaler avec un gâteau, qu'ils vont dire « Oh, c'est trop bon !» Mais ça permet de pouvoir aussi montrer son travail. Il faut aussi, quand on fait des belles choses, il faut oser aussi les montrer au monde extérieur. Et on a aussi vu sur votre compte Instagram que votre équipe, elle est engagée pour être éco-responsable. Ouais, c'est tout à fait ça. Du coup, ici, on va travailler avec des produits de saison. On va essayer on travaille un maximum avec les producteurs locaux. Et puis le recyclage, on travaille tout ça. Donc notre farine, elle vient de la région. Vous êtes prêts à en avoir plein les mains? Là, si vous voulez, je vais vous laisser peser des boules. Nous, on fait des cookies de 70 grammes. Et vous, du coup, qu'est-ce qui vous motive dans la pâtisserie? Le fait de créer des choses qui font plaisir aux gens. En fait. Ouais. Moi, j'aime bien aussi décorer. Donc voilà, les cookies sont faits. On va les cuire. Il n'y aura plus qu'à les manger. Il n'y aura plus qu'à les manger. Allez-y, régalez-vous. Merci. Là, c'est aux pépites de chocolat au lait. Voilà pour notre premier reportage. Vous pouvez aller visiter les réseaux sociaux de Louise. Et si vous passez à Lille, pensez à vous arrêter chez Fleur de Chef et à goûter leurs cookies. Surtout, c'est au caramel beurre salé. Des réactions en commentaire sur ce premier reportage? Apparemment oui, puisqu'on a déjà Studio Giro qui nous dit « Trop chouette l'intro Merci. ». Merci beaucoup, c'est du travail, donc on en est toujours reconnaissant. Après, il y a petit-du-bas biscuit 77 qui nous dit « Quelle est ta pâtisserie préférée ?» Ma pâtisserie préférée, c'est les tartes à la fraise car il y a de la crème et j'aime beaucoup les fruits. Et vous? Moi, c'est les chaussons aux pommes parce que... Parce que c'est croustillant. Moi aussi, étonnamment, c'est les chaussons aux pommes, parce que justement c'est croustillant, et puis c'est encore mieux s'il y a de la compote de pommes, parce que avec les morceaux c'est pas bon, je trouve. Et ensuite on a Ange X Lina 44 qui dit « Vous avez aimé rencontrer une MAF ?» Oui, j'ai aimé rencontrer une MAF car c'était la première fois que j'en rencontrais une et elle nous a, je sais pas comment expliquer. Elle nous a appris des techniques professionnelles comme peser la pâte à cookies. Ouais. Voilà. Bon merci Morgane d'avoir répondu à ces questions. Rien. Avant de continuer nos reportages, on va accueillir une invitée spéciale, voire même encore plus spéciale que Louise Merle. Bonjour Shirazade. Bonjour Scheherazade. Bonjour. Tu as été la marraine de la classe média depuis le début. Lors des 2 précédents Big Live, tu étais là pour nous aider. Et cette année est une année particulière et on voulait te donner une place digne de ce nom dans notre live. On va te demander ton avis sur plusieurs des sujets de nos reportages et ensuite on aimerait en apprendre un peu plus sur ton parcours. Avec plaisir, je répondrai à vos questions. Sans plus attendre, on donne la parole à un deuxième chroniqueur qui a été touché par la maltraitance animale, qui est un sujet très sensible mais dont on va essayer de parler avec délicatesse. Pour nous, les amoureux de la nature, de sa faune et de sa flore, commettre des actes de cruauté envers les animaux nous semble absolument inconcevable. C'est pourquoi nous avons cherché des personnes qui aiment autant les animaux que nous, au point de leur venir en aide et de les accueillir chez eux, en devenant famille d'accueil. On écoute tout de suite Carole et Maryse qui ont le cœur sur la main et qui travaillent au quotidien pour venir en aide aux animaux. Un week-end, un vendredi, à 11h30 du soir, 3 enfants passent dans la rue avec des trottinettes. Il y avait un grand, un petit de 10 ans et une fille qui devait avoir 13-14 ans. Le petit s'est acharné à coups de pied contre le chat. On l'a retrouvé 2 jardins plus loin, mort. Tu te verrais maltraiter tes animaux, toi? Non, jamais. Je ne serais jamais capable de maltraiter mes animaux. Ils sont trop charmés. Moi non plus. Les animaux sont des êtres vivants qui méritent d'être respectés. Heureusement qu'il existe des familles d'accueil pour aider les animaux maltraités. Qu'est-ce qu'une famille d'accueil? En fait, une famille d'accueil, c'est une famille qui s'occupe des animaux en attendant qu'ils soient adoptés ou soignés. On a rencontré Maryse, une famille d'accueil qui fait partie de l'association Un animal, une vie. J'ai eu 2 petits chats, vraiment tout petits, un qui devait avoir 3 semaines et l'autre que tu m'as apporté devait avoir 5 semaines, quelque chose comme ça.
On a beaucoup de récompenses parce que c'est des animaux, les petits chats, ils sont très câlins, ils ont besoin de beaucoup d'amour et ça apporte beaucoup dans une vie de quelqu'un qui, comme moi, est toute seule, sans famille, et ça m'a apporté énormément de choses. Mes parents ne voudront jamais être famille d'accueil, j'ai déjà trop d'animaux. Mais il y a plein d'autres façons d'aider les associations. C'est ce que nous a expliqué la directrice de cette association, Carole. Voilà, on a une partie de familles qui sont nourrisseuses et familles d'accueil, et des familles qui sont uniquement nourrisseuses et des familles qui sont uniquement familles d'accueil. Donc les nourrisseurs, on leur dépose des croquettes, des pâtés, notamment pour donner à manger aux chats qui restent libres, qui ont été stérilisés avec la municipalité, mais qui restent libres et qui sont pour la plupart pas forcément adoptables. Donc ça, il faut le savoir aussi. On a des chats qui resteront toujours errants, mais qui seront surveillés puisqu'ils sont protégés sous le programme 30 millions d'amis. Et après, on intervient lorsqu'il y a des soins. Après, on a les paramarraines aussi. Paramarraines sont des personnes qui vont tout au long de l'année ou pour un temps donné payer les frais du neveu, de la nièce, du filleul, voilà comment vous l'appelez, donc pour pouvoir assurer les soins à l'animal. Et je vous conseille, au lieu d'acheter des chats qui coûtent une fortune, d'adopter plutôt des chats qui ont été abandonnés. Quand on aime les animaux, on les prend comme ils sont. C'était un reportage touchant et engagé comme on les aime. Scheherazade, vous sentez-vous concerné par ce sujet? Complètement. Et je pense qu'on devrait tous l'être. C'est très important de parler de la maltraitance animale. On en parlait avec Logan avant l'émission. C'est un sujet qui est important aussi pour toi, Logan. Oui, effectivement, oui. Toi, t'as des animaux en plus. T'as une chienne qui s'appelle Gaïa, tu m'as dit. Oui, ça. Et un chat qui s'appelle Sushi, qui a 2 ans, qui vient d'avoir 2 ans il y a un mois à peu près. Moi aussi, j'ai des animaux et j'ai grandi avec ça. Et je trouve que c'est très très lâche en fait de s'en prendre à des êtres qui n'ont pas la possibilité de se défendre. Donc c'est bien d'en parler, c'est bien que ça vienne de vous. Oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est vraiment important d'y penser parce que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, les abandons ou alors des animaux maltraités qui sont tapés, etc. et qui ensuite sont lâchement abandonnés. Et c'est pour ça qu'on y a pensé en priorité. Voilà. Surtout avec le départ des vacances qui arrive bientôt, Oui, il y a parce beaucoup qu'il y a... d'abandon avec ça. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent ah tiens sur le chemin de la route, si j'abandonnais mon chien, c'est une bonne idée. Sauf que du coup non, c'est pas du tout une bonne idée, c'est une très mauvaise. Voilà. Et quelles émotions avez-vous ressenties à la vue de ce reportage? Bah, moi, ça me met en colère en fait. C'est ce qu'on se disait. C'est les animaux, ça nous donne beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Et donc les maltraiter, je trouve que c'est assez inacceptable en fait. Donc moi, ça me met plutôt en colère quand j'entends des témoignages de gens qui racontent comment ils ont récupéré, dans quel état ils ont récupéré certaines bêtes. Je trouve ça assez insupportable. Des questions dans le chat pour Logan? Oui, alors en premier, on a Paris CMK 111 qui demande où peut-on trouver cette association? On peut trouver cette association à Douchy-les-Mines. D'accord. Après, il y a Emily 1310 qui dit et toi, Logan, préfères-tu les chats ou les chiens? Moi, je préfère les chiens. Ça obéit mieux que les chats, c'est plus amical. Moi, je préfère les petits chats. Il va y avoir une guerre de gangs maintenant. Et on a un point commun parce que nos deux chats sont roux. Et ensuite, on a Adimlop86i qui dit et toi, Irina, on t'a vu dans le reportage, peux-tu nous dire comment faire pour aider? Alors, pour aider les animaux, comme on l'a vu dans le reportage, il y a les associations. On peut, quand vous voyez un animal abandonné ou qui est dehors et qui a besoin d'aide, vous pouvez l'amener dans une association. Après, il y a aussi que vous pouvez nourrir les chats dehors qui sont souvent malnutris, etc. Et vous pouvez aussi devenir famille d'accueil auprès des associations. Vous pouvez aussi appeler les associations pour savoir comment devenir famille d'accueil avec les soins. Ok, merci Irina aussi, merci Irina d'avoir répondu aux questions. Merci à Logan aussi, puisque c'était surtout ton sujet. Enfin, toi aussi Irina, parce que tu étais sur les reportages. Bon, du coup, je vous remercie tous les deux. Après toutes ces émotions, pourquoi ne pas se détendre avec un bon jeu vidéo, Irina? Ça te dit?
Pourquoi pas? Tu as vu, le nouveau Zelda est sorti il y a pas longtemps. Apparemment, il est super détaillé, une expérience de folie. Pour certains gamers, c'est une véritable œuvre d'art. Oui, c'est vrai, j'en ai entendu parler. Et je connais quelqu'un qu'on connaît presque tous dans ce collège avec qui on pourra en parler. On l'accueille tout de suite. Ne t'inquiète pas, Scheherazade, on s'était dit que tu n'étais pas experte en Zelda. Du coup, on t'a amené du renfort. A- Adam, qui va participer? Au buzzer bleu, les mots en anglais n'ont aucun secret pour elle. Plus de 180 heures de jeu sur le dernier Zelda. Madame Blangy. Bonjour à tous. Au buzzer vert, ancienne élève de la classe média. Plus de 150 heures de jeu sur le dernier Zelda. Ilan. Bonjour, bien le bonjour. 5 questions sur la licence Zelda de sa création jusqu'à nos jours. Bien, allons-y. Le premier qui appuie sur le buzzer donne la réponse. Si elle est fausse, le deuxième peut tenter sa chance. Êtes-vous prêts? Première question. Quand est sorti le premier Zelda? Il fallait attendre les 3 propositions. Ah, mais je l'ai. 1492, 1986 ou 1991? 1986. Exact. Deuxième question. Qui a créé Zelda? Shigeru Miyamoto, Satoshi Tajiri ou Satoru Iwata? Madame Blangy? Shigeru Miyamoto. Exact. 1-1. Ça commence bien. Troisième question. Quel est le jeu de la saga le plus vendu avec 24 millions d'exemplaires? Breath of the Wild. Faut vérifier ça. Non. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. En suspension. On peut accorder le point? Vous en Non. dites quoi, les juges? Non. Non? Bah, dommage. Une idée? Twilight Princess. Non, Oh. du tout. Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom, mais il est sorti il y a même pas un mois. Précise le nombre d'exemplaires, Adam. hein. Meilleur. En un mois, 24 millions. Bon, suivant. Quatrième question. Officiellement, combien de jeux Zelda ont vu le jour de sa création en mai 2023? 20, 30, 40 ou 50? 20. Exact. Ça fait 3-0. Non, 3. Ou 2, ou 3-1. Je sais pas, j'ai pas compté. Ça fait 3-1, ça fait 3-1. 3-1. Nous, on compte. Ça fait Ça bien fait 3-1. 3-1. Cinquième question. De quel personnage célèbre Link est-il inspiré? Peter Pan. Oui, il était super vite. Il y en avait pas. C'est Peter Pan, c'est tout. Mais comment? Ben, vous avez vu sa tunique verte? J'ai un champignon. C'est lui. Ah, c'est gratuit, ça. C'est oui ou non? Bonne réponse. Ah voilà, merci. Comment est-ce possible? Trop fort. Combien ça fait? Ça fait 3-2, mais victoire pour Madame Blangy. Vous pouvez pas faire une question bonus. Question bonus. On accorde une question bonus? Non, les juges sont pas d'accord. Le juge n'est point d'accord. La victoire est nette. Bon, bah dans pas très longtemps, vous aurez le droit à connaître votre cadeau suite à cette victoire. Avec plaisir. Sachant qu'Ilan y aura le droit aussi. Ah, d'accord. Avec plaisir. Bah, Je suis c'est ravie. pas très égalitaire, mais ça me va. Bon bah, allez. Allez, on y retourne. On accueille tout de suite Sabrine qui va nous parler de son sujet. Un sujet malheureusement toujours d'actualité à cause des conflits qui durent au moment même où l'on parle. Bonjour à tous. Nous voulions aborder le conflit entre l'Israël et la Palestine. On s'est vite rendu compte que le conflit nous était inconnu. C'est ainsi que l'on a choisi de vous présenter une capsule expliquant cela. On envoie le reportage. T'as vu ce qui se passe entre Israël et Palestine? Ça fait longtemps qu'il y a la guerre là-bas. Et si on essayait de comprendre? Cette année, les élèves de la classe média se sont interrogés sur les origines du conflit israélo-palestinien. Regardons ensemble et remontons le temps. En Europe, à la fin du 19e siècle, règne un sentiment antisémite, c'est-à-dire anti-juif très fort.
De nombreux Juifs tentent donc de rejoindre la terre promise par Dieu à Abraham, récit raconté dans la Bible hébraïque. Cette terre se trouve dans la province de Palestine, située dans l'Empire ottoman à l'époque. Mais en 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Avec d'un côté la triple entente France, Royaume-Uni et Russie, et de l'autre la triple alliance Allemagne, Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman. En 1918, la guerre s'achève et l'Empire ottoman s'effondre. Le Royaume-Uni, vainqueur, prend le contrôle de la Palestine et autorise l'installation des Juifs britanniques dans la région, mais sans se concerter avec la population arabe locale. Une résistance s'organise. En 1939, commence la Deuxième Guerre mondiale en Europe entre la France et le Royaume-Uni d'un côté et l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste de l'autre. Durant ce conflit, plus de 5 millions de Juifs seront tués par les nazis. En 1945, les Alliés découvrent les camps d'extermination et les atrocités qui ont été commises contre les Juifs d'Europe. Ces derniers, ne pouvant retourner chez eux, décident d'émigrer vers la terre promise en Palestine, ce qui accentue les tensions dans la région. En 1947, pour calmer les tensions, l'Organisation des Nations Unies, ONU, décide de créer en Palestine un État juif, Israël, et un État arabe, la Palestine. Mais ce plan est rejeté par la majorité arabe sur place qui le trouve injuste pour eux. C'est le début du conflit. De 1948 à aujourd'hui, de nombreuses guerres opposant les États arabes voisins en soutien à la Palestine et Israël, dont le principal soutien est celui des États-Unis, ont lieu, entraînant une réduction progressive du territoire palestinien. C'est plus clair maintenant. Des questions dans le chat pour ce sujet complexe? Alors oui, on a Échaprouve qui nous dit bravo les sujets intéressants, Lily. Les sujets traités sont intéressants. Bravo, les sujets traités sont intéressants. Bah merci, c'est très sympathique de nous dire ça, parce que il y a plusieurs équipes sur le coup, voilà, dont celle de Sabrine, la mienne, celle d'Erina, voilà, donc on est dans le fond plusieurs à te remercier. Après, il y a Lily Rose 165904 qui nous dit stylé la mascotte, qui l'a créée. Alors la mascotte, c'est celle derrière pour ceux qui l'ont pas vue. Elle s'appelle Noupi et c'est une fille de la classe qui l'a créée, c'est Émilie, qui fait du crochet, qui adore les trucs manuels ainsi. Et on peut lui rendre un hommage parce qu'elle a passé 12 heures à faire cette peluche, cette mascotte Noupi. Donc 12 heures de travail, elle a vraiment super bien bossé, c'est très réussi. Et le travail paye parce qu'elle est très stylée. Bravo à toi, Émilie. Alors ensuite, on a Ilan DZ10 qui nous demande pourquoi avoir choisi ce sujet. Alors, on a choisi le sujet de la Palestine parce que on en entend beaucoup parler mais on n'a jamais compris d'où viennent les origines. Du coup, nous, on a essayé de comprendre. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a choisi le sujet de la Palestine et d'Israël. D'accord. Ensuite, nous avons Émilie 1310 qui nous dit était-ce compliqué de travailler dessus? Oui, parce que en fait, comme c'est un sujet sensible, on a choisi plusieurs personnes, mais un Israélien, par exemple, un chrétien et un musulman, mais ils n'étaient pas prêts à parler. Du coup, on s'est dirigé vers une sorte de reportage vidéo et on a fait ça. D'accord. Merci d'avoir répondu aux questions, Sabrine. Voilà. Et du coup, on enchaîne. Shirazad, as-tu déjà eu l'occasion d'aborder ce sujet dans le cadre de ton travail? Spécifiquement sur le conflit israélo-palestinien, non. Mais ça m'est déjà arrivé de traiter de la question de l'antisémitisme, la haine qu'on peut avoir contre les populations juives. Et c'est très important de parler de ces sujets. Et je trouve que vous l'avez très bien fait. Ça permet de revenir aux origines, de comprendre, de poser les choses, loin de la polémique. Et ça fait du bien. D'accord. En parlant de ça, je pense que c'est le moment d'enchaîner avec des questions par rapport à ton métier de journaliste. Avec plaisir. Alors, où et quand as-tu commencé ta carrière de journaliste? Bien, j'ai commencé ici dans la région il y a maintenant plus de 10 ans, parce que j'ai commencé en 2012 dans une ville qui s'appelle Breux-la-Bussière, pour ceux qui connaissent bien les Hauts-de-France. C'est à côté de Béthune, c'est dans le bassin minier. Et donc, c'est pas très très loin de Béthune. Et donc, ça fait maintenant depuis 2012 que je travaille dans toute cette très grande région des Hauts-de-France. Que préfères-tu dans ce métier?
C'est difficile à dire. J'aime bien le côté parfois inattendu du métier, c'est-à-dire que on peut être amené à travailler sur des sujets sur lesquels on n'avait jamais travaillé avant, des choses qui nous paraissaient très éloignées de notre quotidien. Et donc il y a un côté qui peut être assez surprenant parfois. On va dans des endroits où on n'a pas forcément toujours un accès, et donc le fait qu'il n'y ait pas de routine et que d'un jour à l'autre on puisse traiter des sujets complètement différents, ça me plaît beaucoup. Ok, d'accord. Quel est ton plus beau souvenir dans ta carrière de journaliste? Ça, c'est difficile à dire parce que c'est une accumulation de plein de souvenirs, alors des très beaux, des parfois plus douloureux, mais ce que je retiens globalement, c'est plutôt les rencontres. Il y a souvent des beaux moments de rencontre avec des gens qui restent en fait après les reportages dans nos vies. Et même quand on les a croisés sur des sujets qui sont difficiles pour eux, parce que c'est un peu souvent ça dans le journalisme, des fois on arrive dans la vie des gens à des moments où ce qu'ils sont en train de vivre est assez désagréable, voire très douloureux, et donc ça n'empêche pas qu'on puisse avoir aussi dans ces moments-là des rencontres très très jolies qui se font, et des gens dont on garde après le contact et qui restent dans nos vies et dont on prend des nouvelles et qu'on arrive à suivre plusieurs années. Je dirais que ça, c'est partie c'est pas un souvenir précis, mais ça fait partie des belles choses qu'on garde, je trouve, dans ce métier. Penses-tu changer de lieu de travail? Ça, j'en sais rien. Je peux pas vous dire que je vais rester toute ma carrière ici dans les Hauts-de-France. En tout cas, j'y suis bien pour l'instant. Je travaille pour plusieurs médias nationaux, donc je travaille sur des sujets qui peuvent concerner tous les Français, toutes les Françaises, donc ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, est-ce que je vais travailler toute ma carrière ici? Une carrière, c'est long. Ça dure plus de 40 ans, donc je sais pas. Là, je suis qu'au premier quart, on verra. Ok. Est-ce que tu aurais des conseils pour les viewers qui voudraient se lancer dans le journalisme? Alors, allez-y en cultivant votre curiosité. Vraiment, ça peut paraître très très bateau de dire ça quand on est journaliste, mais ça fait partie de ça. Dans le métier, il faut avoir cette curiosité pour les gens, pour les situations. C'est vraiment ce que vous faites en fait dans vos reportages, c'est-à-dire on a envie de comprendre, alors on va aller voir, on va aller écouter, on va aller poser des questions, on va aller rencontrer ceux qui savent, et c'est ça qu'il faut nourrir quand on veut faire ce métier. D'accord. Alors, merci d'avoir répondu à ces questions. Et nous, on va continuer avec un reportage qui a un sujet tout aussi sérieux. Salut Ashraf, tu nous parles du sujet que vous avez choisi? Bonjour, nous sommes partis interviewer un enseignant nommé François Basquin qui a enseigné dans une prison pour mineurs. On lui a posé quelques questions sur la façon dont les cours se déroulent. On a découvert l'environnement dans lequel les professeurs enseignent dans les prisons pour mineurs. Ces réponses nous ont beaucoup étonnés car elles ne correspondent pas toujours à ce qu'on imagine. Je vous laisse en juger par vous-même. On passe devant un portique de sécurité. Et ce portique de sécurité, il faut enlever tout ce qui est en métal qui sonne en fait. Donc on pose tout ce qui est ceinture, on doit enlever ses lacets de chaussures. Le portable, qui est banalisé maintenant dans les lycées ou les collèges, on n'y a pas accès en prison, c'est-à-dire qu'on le dépose à 9h et on le récupère à midi. Et à chaque fois qu'on arrive devant une grille, on lève la tête et il y a un surveillant qui voit qu'on est une bonne personne, qu'on est autorisé à rentrer, qui appuie sur un bouton et la porte s'ouvre. Et ça, 3-4 fois avant d'arriver jusqu'à la salle de cours. On est un peu quand même, comme les détenus d'ailleurs, privés de liberté. C'est-à-dire que par exemple, là, le fait de ne pas avoir de téléphone, voilà, ça on n'en a pas. Mais il n'y a pas que ça en fait. Si on arrive à 9h, on quitte la prison à midi. On ne peut pas sortir avant. On est enfermé dans sa classe avec les élèves. C'est-à-dire que si on veut sortir, pareil, on ne peut pas non plus. Il faut taper au carreau, appeler un surveillant pour qu'il vienne ouvrir la porte. On a des élèves qui sont entre 13 et 18 ans. Parce que les premiers qui arrivent en prison, ils ont 13 ans. Et à 13 ans, souvent, ils ont été déscolarisés à 11 ans. Donc ça fait 2 ans qu'ils ne vont plus à l'école. Donc voilà, ces élèves-là, il faut tout reprendre. Et des fois, il arrive d'avoir des élèves qui sont en terminale. Donc là, on les prépare au bac. Alors, parce que le but de la prison, c'était de les réinsérer, de leur trouver une place dans la société et donc de leur trouver un diplôme, voire même un métier. Il y en a qui sortaient de prison avec une formation ou un métier. On n'arriverait pas à enseigner. Si on était plus autoritaire, les élèves, je pense qu'ils s'opposeraient plus
Et donc il faut au contraire déjà ramener la confiance, parce que c'est des élèves, comme je vous le disais tout à l'heure, qui n'allaient pas à l'école. Donc ils n'ont pas confiance du tout en professeurs. Et au contraire, en essayant de créer du lien avec eux, pas par l'autorité justement, on arrive à regagner la confiance et à faire des choses. Après, j'ai découvert d'autres élèves, d'autres façons de faire. Essayer de faire quand même une bonne action, parce que j'ai essayé de réinsérer des jeunes qui étaient très en difficulté, de leur apporter quelque chose en français, d'une autre façon que l'école classique ne leur avait jamais apporté finalement. On faisait quand même pas mal de sport avec les élèves, et il y avait des moniteurs de sport en plus des profs, donc moi j'étais prof de français, et il y arrivait le midi par exemple on joue au foot ou au tennis de table ou au badminton avec les élèves. On passait des bons moments à jouer au foot ou au badminton. Assez incroyable comme témoignage. Oui, il était engagé pour donner un avenir meilleur à ses élèves. Merci pour cette découverte. Qu'en avez-vous pensé dans le chat? Alors, on a V. Boucher qui demande combien d'années d'études pour être journaliste. Une question pour toi, Sherazade. Alors, une question pour moi. En fait, c'est très variable, ça dépend de son parcours. Le plus classique qu'on peut avoir, c'est les gens qui vont faire une licence après le bac, donc 3 ans d'études, et après qui vont aller passer un concours pour rentrer dans une école de journalisme et rajouter 2 ans d'études en plus. Moi, j'ai fait un peu différemment. J'ai bien fait 3 ans d'études après le bac. J'ai passé des concours, je les ai pas eus. Et donc après, j'ai fait ce qu'on appelle un contrat pro, c'est-à-dire une alternance où en gros, j'ai été un peu à l'école, un peu sur le terrain pendant 2 ans pour apprendre le métier. D'accord, intéressant. Ensuite, il y a Safix X qui dit Waouh, Ashraf, quelle classe! Ah, merci, ça fait plaisir. Regardez-moi ce beau gosse là. Ensuite, on a Petit Biscuit 77 qui demande pourquoi avoir choisi ce sujet. J'ai choisi ce sujet parce que j'ai eu un coup de cœur pour ce sujet. Je voulais savoir comment ils enseignaient dans les prisons et si c'était difficile ou pas. Ok. Sans transition, on passe à la chronique mode. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de mode. Plus précisément d'une paire de sneakers assez atypique qui sort dans 2 jours. Le 21 juin sort la J-Force One en collaboration avec Jacquemus. Jacquemus est une marque de luxe française pas très connue et Nike, je pense que vous connaissez déjà. Les 2 marques ont déjà collaboré sur une paire. Elle a été sortie en 3 coloris, la beige, la marron et la rose. La beige et la marron étaient sorties le 7 juillet 2022 et la rose le 9 décembre 2022. Quand on connaît Nike et qu'on connaît Jacquemus, on s'attend à une très belle paire. Sauf que non, elle ressort bleue, à un pneu. Elle sortira en 2 coloris, en blanche et en noir. Il y a des lacets qui tiennent la semelle et sur l'extérieur de la chaussure, il y a un petit logo Nike en métal. Certains aimeraient peut-être son originalité, cependant, moi, j'aime pas du tout. Je trouve qu'elle est très écrasée. Mais bon, 170 €, c'est pas abusé pour une paire de luxe. Si contrairement à moi, vous aimez la paire, vous pourrez tenter de participer au tirage au sort pour essayer de l'acheter. Bonne chance! Et vous allez tenter votre chance? En parlant de sneakers, on accueille justement le groupe des pros de la chaussure. Salut Lucie! J'ai l'impression que personne ne s'occupe assez d'un de nos objets du quotidien, les chaussures. Alors, les chaussures, les baskets, les sneakers, les godasses, peu importe comment on les appelle, ça reste un objet bien utile. Sauf que vu que la plupart des personnes, ils s'achètent des chaussures pour les porter et basta, je me suis dit que se mettre à leur place, ce serait une bonne idée. Vous en pensez quoi? Et oui, nous les chaussures, on est négligés comme de vieilles chaussettes, beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Mais quand est-ce qu'on s'occupe de nous comme il se doit? On va être traité comme le jour de notre achat. Donc, on a décidé d'envoyer notre sneakers assistante, Adi, pour aller interviewer une styliste pour chaussures. Elle s'occupe vraiment de nous. On lance le reportage? Allez. Et voilà, je suis encore sale. Ça me saoule. Eh mais on m'avait parlé de mon nuage à Roubaix. Bon bah allez, c'est parti. Eh bah tiens, il est propre ce trottoir. J'espère que c'est ouvert, sinon je vais devoir refaire le plan. Eh ben, il faut croire que j'y suis. Bonjour mon nuage. Salut Adi. Alors je venais pour te poser quelques questions. Vas-y, je t'écoute, dis-moi. Alors premièrement, d'où est venue l'idée d'ouvrir ce magasin?
Alors, c'est simple. Avant, j'étais 4 dans la distribution, dans la grande distribution. Et en fait, c'est vrai que j'en avais, voilà, un peu ma claque de tout ce qui était management et faire des horaires. Je voulais travailler pour moi. Et en fait, c'est tout simple. Je conduisais et l'idée m'a traversé l'esprit au feu rouge pour aller au travail. Mais c'est ça qu'il faut ouvrir, un pressing pour chaussures. Qu'est-ce que tu fais exactement dans cette boutique? Alors on fait tout ce qui est nettoyage, rénovation, donc c'est-à-dire s'il y a des petites griffes sur le cuir ou s'il faut repigmenter le daim pour lui donner un aspect neuf, et de la custom. D'accord, et qu'est-ce que vous faites le plus, du custom ou du nettoyage? Allez, je vais dire on est à 80% nettoyage, rénovation et 20% custom. Et est-ce que tu reçois beaucoup de jeunes? Alors j'ai un panel client très large, ça peut très bien aller du nouveau-né pour une custom au petit papy ou la petite mamie qui est bien dans ses chaussures. Donc j'ai envie de dire, je reçois tout public et effectivement j'ai pas mal de jeunes. Est-ce que y a un thème qui est plus demandé par les gens? Au niveau de la custom, ce qui est demandé c'est énormément du manga en ce moment. Ok, c'est bien ce que je pensais. Et est-ce que tu fais ça par passion pour donner une seconde vie à la chaussure? Alors les deux, je suis passionnée de dessin donc j'aime beaucoup faire la custom et j'aime bien aussi donner une seconde vie parce que j'ai un petit côté écolo donc ça évite de racheter la surconsommation. Ok, super, et ben tu m'as convaincu, je vais prendre rendez-vous. Super, à très vite. Est-ce que ça a donné envie à ceux qui nous suivent de redonner vie à leur basket? Apparemment oui, parce qu'on a déjà plusieurs réactions. Alors en premier, on a Paris CMK 111 qui nous dit super marrant le reportage. Merci, oui, c'était le but, ça nous fait plaisir. Parce qu'avec Lucie, on a bossé tous les deux dessus. Bon, il y a aussi 2 membres de notre groupe qui ne sont pas présents actuellement sur le plateau, enfin du moins en caméra. Mais sinon, ouais, c'était notre but de pas faire vraiment une interview pure et dure, vraiment un truc simple. Très sérieuse. Ouais, qui soit trop sérieux et on s'ennuie devant. Vous pouvez faire un truc qui sort du lot et qui reste un petit peu gravé dans les esprits des gens, entre guillemets, parce que c'est pas une interview comme les autres. Même s'il y a le côté interview, ça reste quelque chose d'assez drôle, assez humoristique. Et c'était, ouais, voilà, c'était le but premier. Ensuite, nous avons Flora Alco qui nous dit super drôle pour la chaussure. Pourquoi avez-vous décidé de parler de ce sujet? On a décidé de parler de ce sujet parce qu'on trouvait qu'il n'y avait pas assez de personnes qui achetaient des baskets pour leur beauté, etc. Il y avait beaucoup de personnes qui achetaient les baskets surtout pour les porter, basta, comme Erwin l'a dit. Et je trouve ça dommage de les défoncer comme ça. Ouais, moi aussi, parce que une chaussure, derrière, on s'en rend pas compte, mais des fois, quand c'est pas forcément des grosses marques, mais justement, des fois, il y a des gens, ils s'achètent des chaussures de petites marques où il y a une personne qui s'est dit, bah tiens, je vais mettre tout mon amour dedans, et du coup, ça fera plaisir à la personne qui va acheter, peut-être qu'elle va s'en rendre compte, puisque peut-être que sur la chaussure, il y aura des petits détails, etc. Peut-être que ça sera un indépendant qui la fera, que c'est son métier, il leur vit, etc. Et du coup, peut-être qu'ils voudraient pas se dire, bah tiens, la personne, certes, elle porte mes chaussures tous les jours, ça me fait plaisir, mais au final, elles finissent dans un mauvais état. Et ça, c'est pas vraiment le but premier d'une chaussure pour nous. Pour nous, c'est plus, bah, je sais pas ton avis exact, mais moi, c'est plus quelque chose qui doit être beau, confortable, mais qu'on néglige pas. C'est un peu comme si je puis dire, peut-être une chaise de bureau. On s'en sert tous les jours, on l'apprécie, mais on la néglige pas pour autant, parce qu'elle est très pratique. Alors ensuite, on a Laurie de Hamter 55 qui nous dit que c'était une bonne idée. Oui, bah merci. On s'est sorti de notre tête comme ça, voilà. Hein, c'est une petite idée comme ça qui termine comme ça. Bah moi, ça me fait toujours plaisir. Hein, donc merci de ce compliment. Moi, j'ai appris dans le reportage, enfin après le reportage, on en a rediscuté, qu'en fait, ça coûtait pas si cher que ça de faire réparer une chaussure, la nettoyer et tout. Donc ça, c'est plutôt... Non, là où on l'avait fait, donc à mon nuage, c'était 22 € le nettoyage, peu importe la saleté, etc. Ouais. Et après, le custom, ça dépendait de comment c'était fait, etc. Ouais, là, ça peut aller très haut. Ouais. Mais du coup, quand on consomme beaucoup de baskets, moi j'achète plein de baskets, bah, la prochaine fois, j'y réfléchirai à 2 fois avant de les jeter, quoi. Ouais, voilà. J'imagine qu'une bonne paire de sneakers, c'est parfait pour une journaliste sur le terrain. Complètement. C'est la chaussure idéale, même sur le terrain et hors du terrain. Là, je suis venue en basket aujourd'hui aussi, j'en mets tout le temps. Peu importe le temps, franchement, ça s'adapte à tous les terrains, ça permet d'être confortable, ça permet de pouvoir courir s'il y a besoin, donc idéal. Tu nous as tout à l'heure parlé de ton métier de journaliste, mais on n'a pas encore évoqué tes missions à la condition publique de Roubaix.
Oui, vous êtes venu me rendre visite d'ailleurs. Oui. Bon, bah, allons-y du coup, hein. Alors, première question, est-ce que le labo 148 que nous avons visité pour notre dernier mini live se porte bien? Et quoi de neuf en ce moment là-bas? Alors, je vais déjà juste expliquer rapidement ce que c'est le Labo 148 pour que les gens qui ne connaissent pas comprennent. C'est un projet média qui réunit des jeunes qui ont entre 15 et 30 ans qui sont volontaires pour venir produire ensemble autour d'une thématique qu'on choisit en commun et qui nous permet de travailler toute l'année sur un sujet. Et donc, le Labo 148 se porte plutôt bien. Cette année, on a eu plus d'une quarantaine de jeunes qui sont venus travailler sur la thématique de l'exil, qui n'est pas un sujet simple, mais sur lequel on a bien bossé et donc sur lequel on a pas mal de projets dont on va sûrement parler ensemble. Oui. Quelle est la nouvelle saison? Une nouvelle expo est-elle prévue? Oui, exactement. Donc la nouvelle saison, elle est construite autour de ce thème, exil. On en a fait un festival, ça c'est notre objectif de la fin de saison, une restitution en festival sur 2 jours, 2 jours d'événements avec une exposition dans laquelle on présente 5 œuvres qui ont été réalisées par les gens du Labo 148. Donc des œuvres qui mélangent du documentaire, du journalisme et de l'artistique. Et puis on a toute une partie plutôt événementielle avec des concerts le soir. On a une pièce de théâtre qui va venir se jouer ici, enfin chez nous à la Condition Publique et donc qui raconte aussi à travers des témoignages ce qu'est l'exil pour des gens qui arrivent et des gens qui accueillent. Et puis on a fait un petit choix de court-métrage qu'on projette et qu'on propose au public de découvrir. Donc tout est gratuit et ça va se passer là à la fin de la semaine, le 23 et 24 juin, à la Condition Publique à Roubaix. Donc vous êtes évidemment bienvenus pour venir voir cet événement. Ok, super. Ça donne envie en tout cas. Je sais pas si ceux qui sont là sur le live, ça leur donne envie, mais moi en tout cas, ça me plaît bien. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des ateliers créatifs de prévus? Alors pendant le festival, il y a des ateliers. Il y a des ateliers qui sont un peu en décalage avec la thématique, puisqu'il y a des ateliers de tricot urbain. Donc ça pourrait plaire à Émilie qui a fait la superbe mascotte. On a des ateliers qui sont plutôt urbains au sens sport, danse, battle de hip-hop. Donc ça c'est un peu plus festival culture urbaine. Donc c'est un peu à côté de notre thématique. Et après nous on prépare un autre festival après celui-là qui s'appelle Pile au rendez-vous, dans lequel là on va monter des ateliers écriture, photo et radio. D'accord. Quelle est l'actualité à la Condition Publique que t'attends le plus? Les vacances? Non, je plaisante, faut pas leur dire ça. Non, l'actu, c'est celle de cette semaine. Parce que là, c'est quasiment 1 an de travail avec plus de 45 personnes qui se sont données chaque semaine pour produire des choses. Donc là, c'est vraiment l'actu qui nous attend. C'est vendredi, samedi, ça va être notre grand moment de l'année. Donc je crois que c'est ça qui nous enthousiasme le plus là. D'accord, on comprend tout à fait, hein. C'est parce que du coup, ça a l'air d'être un grand événement pour vous, etc. Donc je comprends tout à fait que vous attendiez ça avec impatience. Un peu comme vous avec le live. Oui, oui. Enfin, un peu de stress, mais ouais, c'est vrai que ça nous donne envie de le faire. Et puis on est fiers à la fin quand on a réussi. Oui, oui. En parlant de la fin, on a déjà présenté tous nos reportages. Non, c'est pas vrai, c'est passé super vite. Mais n'oublie pas, il y a encore le petit sujet dont tu as parlé en début d'émission. Oui, j'attends ça depuis le début. On leur annonce en images? Allez, c'est parti. Le mois dernier, nous nous sommes rendus au mythique studio 104 de la Maison de la Radio, où nous avons rencontré la journaliste Christine Moncla. Nous avons pu échanger avec elle et lui poser quelques questions. Et la semaine dernière, nous avons eu l'immense plaisir de visiter les studios de TF1 après avoir reçu notre prix Mediatix Web TV, collège des mains même d'Anne-Claire Coudray, journaliste du JT de TF1. Je vous laisse écouter. Le coup de cœur, c'est évidemment le Melting Pot, qui est une émission sur Internet qui embarque tout un collège et qui est présenté par des élèves depuis le CDI et chacun peut intervenir. Il y a des reportages, il y a des débats, il y a des invités et je trouve que c'est assez révélateur de ce qu'est le journalisme finalement. C'est créer du lien entre des gens qui n'ont pas le même âge, des adultes, des enfants, créer des liens entre des gens qui pensent pas la même chose et on peut trouver un langage commun. On n'y serait jamais arrivé sans toi, Shirazad. Ça te dit de revenir justement un peu sur ton expérience en tant que marraine de la classe média? Avec plaisir. Je pense que surtout, vous n'y seriez jamais arrivé sans votre travail.
Parce que moi, je viens vous voir, mais pas beaucoup dans l'année. J'aimerais bien venir vous voir plus, mais nous, on a fonctionné là depuis 3 émissions avec la classe média par des rendez-vous ponctuels pendant l'année pour voir où vous en êtes, comment se construit l'émission, comment moi je peux vous conseiller aussi sur quel contenu, comment on peut varier le rythme pour avoir une émission qui soit dynamique, etc. Mais le gros du travail, c'est vous qui le produisait tout au long de l'année avec les professeurs. Donc, je crois que vous pouvez surtout être très fiers de vous. Merci. Et on l'est, je pense. Bah, moi, je le pouvez. suis, personnellement. Vous pouvez, parce que c'est un très beau prix. Il me semble que la classe média avait déjà gagné le prix au niveau régional. Là, de le gagner au niveau national, ça veut dire qu'on vous a regardé et qu'on a regardé plein d'autres productions réalisées dans plein d'autres établissements un peu partout en France et qu'on a considéré, parce que c'est quand même des jurys professionnels, hein, vous l'avez dit, c'est des journalistes qui travaillent et vous allez peut-être en parler un peu, mais c'est des journalistes dont c'est le quotidien, qui regardent ce que vous produisez et qui se disent là, il y a quelque chose qui mérite d'être primé. Donc ça, c'est plutôt valorisant. On est super contents. Je trouve que c'est une réussite collective. D'accord. Alors, est-ce que ça t'a plu d'être aux côtés de la classe média pendant 3 ans? Oui, j'ai adoré ça. C'était une très bonne expérience. Donc, vraiment, je remercie tous les professeurs qui m'ont proposé de participer à cette aventure parce que c'est la seule classe média que j'ai accompagnée comme ça aussi longtemps. Et donc, du coup, ça permet aussi de voir un dispositif qui évolue avec... même si on a des élèves qui sont différents, à chaque fois on produit une émission qui est différente, mais qui est toujours de qualité. Et vraiment, c'est une expérience qui est chouette à vivre sur du long terme. Parfois, on est un peu frustré sur le fait d'accompagner des productions faites par des élèves, parce que, en fait, on arrive, ça dure 3 ou 4 séances, on produit quelque chose, et puis hop, après on passe à autre chose, on va dans un autre établissement. Là, c'est pas du tout ce qui se passe ici, puisque maintenant on se connaît bien. Le CDI, je le connais de mieux en mieux. Donc, il y a un côté lien qui n'existe pas forcément partout quand je fais des ateliers. Et donc, voilà, ici, j'aime bien venir, je me sens un peu à la maison. J'oublie pas que c'est chez vous et que voilà, on travaille ensemble et que le but, c'est de faire cette émission en fin d'année. Et donc là, je suis très, très contente d'être avec vous pour cette émission-là. Y a-t-il un événement particulier qui t'a marqué avec la classe média? Particulier, non. Il y en a plusieurs, en fait. C'est vraiment, à chaque fois, ce qui me marque, c'est l'espèce de magie où, en fait, on a l'impression qu'on n'est jamais vraiment prêt, que les reportages, ça va pas le faire, que tout est un peu bancal. Et en fait, il se passe ce truc un peu magique où, quand on fait l'émission et qu'on la regarde après, ça a fonctionné. Et voilà. Et je trouve que ça, c'est toujours un moment un peu marquant. C'est-à-dire qu'on sort là, on va sortir du plateau dans quelques minutes et on va se dire, ça y est. 1 an de travail, 1 an d'émission à préparer. Voilà, on a réussi, on est content et on garde cette trace et elle va nous suivre. Et je trouve, moi en tout cas, je suis assez fière d'en être dans l'aventure parce que je trouve que le travail qui est fait est assez joli, quoi. Merci, ça fait plaisir à entendre. C'est vraiment très, très valorisant. Et les sujets sont intéressants. D'une année sur l'autre, je suis toujours surprise en fait de la qualité des sujets. C'est-à-dire que oui, on fait des choses très sérieuses, parfois difficiles. On aborde des sujets qui sont pas simples, qui peuvent nous toucher, nous mettre en colère, voilà, nous rendre tristes. Il y a des sujets qui nous font du bien. On l'a vu avec Adi et la basket. Et en fait, ça c'est joli aussi, cet équilibre entre vous avez bien compris ce que c'est le journalisme. En fait, c'est pas de dire que tout va mal dans le monde, c'est pas de dire que tout va bien, mais c'est d'essayer de raconter les choses de la manière la plus juste. Et vous l'avez fait très bien, vous, cette saison, et les autres l'ont fait très bien sur les 2 saisons d'avant aussi. D'accord. Est-ce que ton expérience avec la classe média t'a-t-elle aidé dans ton travail? En tout cas, elle me fait réfléchir. Je sais pas si elle m'a aidé, pas aidé. En tout cas, ça me fait réfléchir. Tout à l'heure, quand tu parlais on a réfléchi à notre interview, on voulait pas faire un format qui soit ennuyant. Mais moi, ça me fait réfléchir à comment je peux faire pour que les histoires que je raconte, elles intéressent les publics et des publics notamment qui sont plus jeunes, parce que dans la presse, on a une grosse difficulté, c'est que souvent notre public il vieillit et donc du coup il a du mal à se renouveler. Et donc on a un peu un enjeu nous à intéresser aussi des jeunes publics à des sujets voilà qui nous touchent et qu'on a envie de porter et de défendre. Et donc là, quand je vous entends parler, c'est des choses comme ça moi qui me font réfléchir. Comment je peux faire pour trouver d'autres manières de raconter des histoires, d'autres formes, d'autres formats, inventer des choses. Et donc ça, je sais pas si ça m'aide, en tout cas, ça m'oblige à regarder mon travail et à réfléchir à comment le faire un peu autrement. Est-ce que le fait de quitter la classe média t'attriste? Oui, beaucoup. Bah oui, vous allez me manquer.
Après, voilà, je sais pas si je la quitte définitivement ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, petite pause, ça c'est sûr. Mais je suis sûre que vous allez être accompagné par d'autres personnes qui vont vous apporter autre chose. Et c'est important aussi des fois d'avoir du neuf, un nouveau regard, des nouveaux conseils, des nouvelles compétences. Parce que moi, je suis journaliste, mais plutôt de presse écrite. Même si j'ai touché à la radio, à l'audiovisuel, au documentaire. Peut-être que vous allez aussi vous tourner vers des profils de gens qui vont aussi vous amener encore autre chose pour l'émission. Donc c'est très bien de passer la main. Ok. D'ailleurs, penses-tu renouveler ton expérience de marraine d'une classe média? Pourquoi pas? On verra si ça se présente, que ce soit ici à Beuvrages ou ailleurs, pourquoi pas? Pour l'instant, comme je disais, je fais une petite pause et puis on verra si l'occasion se présente. Un mot de la fin pour la classe? Merci. Merci pour votre accueil, merci pour votre sérieux, parce que chaque fois que je suis venue, vous avez bossé, vous avez bien bossé. Donc voilà, merci. Et puis bravo, surtout bravo. Merci. Merci. Erwin, on a quand même une mauvaise nouvelle. Et oui, je pense bien que c'est moi qui vais devoir l'annoncer. Notre live va bientôt se terminer. Et on a aussi, avant de terminer quand même, hein, sur une petite note, on a plusieurs commentaires. Alors en premier, on a Madame Albert qui nous dit « Super travail, bravo à toute la classe média. Merci. » Après, il y a Courdo Éducative qui nous dit « Bravo pour votre créativité et la diversité des contenus. » Eh ben merci, on essaye d'être diversifié un max et de traiter le plus de sujets possible. Voilà, on essaye aussi d'être imaginatif sur les sujets des reportages et comment on peut tourner ça, comment on peut l'angler, etc. C'est toujours important, voilà. Et ensuite, on a Madame de Bonfield qui nous dit « Les 5 émeraudes vous félicitent et moi aussi pour ce live. » Eh ben, on reçoit les félicitations avec plaisir, on vous remercie. Voilà, puisque c'est gratifiant, ce genre de commentaires, ça fait toujours plaisir. Voilà. Eh bien oui, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. On arrive vers la fin du live. On a passé une très bonne année quand même dans cette classe média, voilà. Ça nous a fait beaucoup évoluer et on a pu avoir de très belles surprises, comme le prix Mediatix qui est juste là. Voilà. C'était notre dernier live, mais l'aventure continue. On passe le flambeau aux futurs 4e qui vont continuer de vous divertir et vous informer grâce à leur live. Merci à nos professeurs et merci à ceux qui ont continué de suivre cette aventure cette année. N'hésitez pas surtout à suivre cette aventure l'an prochain, que ce soit sur notre chaîne YouTube, notre compte Instagram ou alors notre chaîne Twitch. N'hésitez pas. Bye bye. bye.